Écoutez, bonjour à tous. Un grand merci à tous ceux qui nous joignent aujourd'hui pour le second webinaire de notre série sur le sujet transition écologique inclusive, euh, qui va aujourd'hui porter sur la question comment accélérer l'économie circulaire inclusive à l'heure de la crise, que peuvent les acteurs privés. Donc, il suit un premier webinaire qu'on avait il y a quelques jours sur la question plus côté pouvoir public, accélérer l'économie circulaire inclusive à l'heure de la crise, que peuvent les pouvoirs publics. Pour ceux qui ne connaissent pas le plus important, c'est un think tank, un action lab associatif et indépendant qui regroupe plusieurs centaines d'experts pluridisciplinaires, tous animés par le désir et la volonté de promouvoir une société beaucoup plus inclusive, qui organise à la fois des colloques et des webinaires en ce moment et qui fait également de l'accompagnement de structures associatives pour les aider à se développer sur le sujet de l'inclusion. Donc, comme vous voyez là sur cette page, le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans une série de 7 webinaires qui va s'étendre jusqu'à la fin de l'année. L'objectif de ces webinaires est de permettre à des intervenants des sphères publiques, privées et associatives d'échanger sur les enjeux de la transition écologique et de répondre à la question comment est-ce que celle-ci peut concilier les enjeux sociaux pour se faire de la façon la plus inclusive possible. Pour rappel, le webinaire d'aujourd'hui suit en fait à un colloque qu'on avait organisé à l'Assemblée nationale le 30 septembre dernier sur la question économie circulaire et comment est-ce qu'elle peut être un catalyseur d'inclusion dans tous les territoires, donc vraiment une question de la localité et de l'économie circulaire. Et donc lors de ce colloque, nous avions rassemblé en fait un grand nombre d'intervenants et de participants de différentes sphères publiques, associatives et privées. À l'issue de ce colloque, ce colloque nous avait permis d'échanger avec des intervenants sur tout un tas de sujets et nous avions écrit un rapport qui articule un certain nombre de propositions autour de 3 axes. Un premier axe qui est sur la question de la visibilité. Comment est-ce qu'on peut se donner de la visibilité sur l'impact de l'économie circulaire, sur les compétences, les métiers et l'emploi. Un deuxième axe sur la question de l'inclusion, comment est-ce qu'on peut favoriser l'inclusion et le développement des emplois avec des compétences vers les nouveaux métiers d'économie circulaire. Et donc ça, c'est typiquement comment est-ce qu'on peut créer plus d'économie circulaire et comment est-ce qu'on peut la faire de la façon la plus inclusive possible, en créant des emplois, en permettant à des personnes avec des bas niveaux de qualification de rejoindre ces nouveaux métiers. Et un troisième axe sur plutôt la question territoriale, comment est-ce qu'on s'assure de créer avec de l'économie circulaire des boucles locales qui vont bénéficier à tous les territoires et non des boucles qui soient trop globales avec juste une grosse usine par exemple à un point donné. Vraiment comment est-ce qu'on fait bénéficier et comment est-ce qu'on crée de l'inclusion dans toutes les localités possibles. Et là, une série de webinaires se fait également en partenariat avec Circulaire. Pour aujourd'hui, je vais passer la parole à Denis qui va introduire le participant du jour. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Alors, aujourd'hui, pour éclairer un petit peu le débat, on a choisi 3 professionnels qui ont 3 regards différents sur la question. Marlène Fabre, qui est de France Active, qui est un mouvement d'entrepreneurs engagés dont l'ambition est de bâtir une société plus solidaire, qui a comme mission d'accélérer la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s'engager, en leur apportant des conseils, des financements et une connexion avec un large réseau de partenaires. Voilà, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises, Marlène. Voilà, donc ça c'est la finance. Le deuxième éclairage va être apporté par Sylvie Scalab, qui est de l'association qui s'appelle Lemonhead, qui est une entreprise d'insertion spécialisée dans la collecte, le tri et la valorisation des matières recyclables. C'est une filiale de Lemon Tree, co-créée avec la fondation de FAS et Danone, pour faciliter l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi et qui contribuent évidemment donc au développement d'une économie circulaire locale. Et notre troisième éclairage viendra d'Élodie Jupin, qui est directrice de l'économie circulaire d'une société qui s'appelle Tarket, qui fait du revêtement de sol et qui déjà depuis longtemps est bien engagée sur les sujets de l'économie circulaire. Voilà nos 3 éclairages viendront de ces 3 personnes et on vous propose de démarrer par une série de questions auxquelles vous répondez comme ça vous vient, dans un temps qu'on va ramener à 3-4 minutes pour chaque réponse. Bien, Luc, je te laisse poser la première question. Petit éclairage aussi pour les participants, n'hésitez pas à poser des questions directement sur le chat ou dans l'onglet Q&A. Et comme cela, on pourra en fait alimenter le débat en fonction
en fonction des questions que vous posez tout au fil du webinaire. Donc pour ce temps d'échange, on souhaitait commencer en fait pour poser la question suivante. Comment est-ce que vous avez vécu la crise récente, qui n'est d'ailleurs pas terminée, et comment, selon vous, les structures de l'économie circulaire inclusive peuvent-elles aider à concilier les enjeux de reprise économique avec les enjeux environnementaux dans les mois qui arrivent? Peut-être que je commence, du coup, si ça vous va. Avec plaisir. Ça marche. Donc, moi, effectivement, mon entreprise, c'est Lemonade, c'est une entreprise d'insertion et on assure la collecte de matières recyclables, principalement hors du foyer et généralement dans des entreprises. Donc, comment on a vécu cette crise? Ma foi, on s'est fait surprendre, comme pas mal de monde, par le confinement et voilà, ça a été très difficile au moment où on s'est rendu compte que tout se fermait, qu'on allait avoir notre chiffre d'affaires qui allait complètement baisser et que voilà, on s'est retrouvé à fermer notre établissement de Marseille, une activité réduite à peine 10% sur notre établissement de Pantin. Donc voilà, il a fallu être très réactif. Ça a été un vrai défi et notre première priorité, étant donné qu'on est une entreprise d'insertion qui accompagne sur un programme d'insertion de 8 mois des salariés éloignés de l'emploi, ça a été de comment on sauvegarde ces emplois et comment on continue à accompagner nos salariés. Donc, on a été assez vite rassurés par le principe de chômage partiel, etc. Et donc, on a assez vite mis en place tout ce qui nous a été mis à disposition pour s'assurer qu'on pouvait maintenir les contrats, les prolonger même, parce qu'il y avait des gens qui, normalement, devaient nous quitter en juin une fois qu'ils avaient fini leur programme. Et on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas possible. Donc, on a pu les prolonger au moins jusqu'à septembre pour faire en sorte que désormais, maintenant qu'on a repris notre activité progressivement, on soit capable de faire le programme jusqu'au bout. Voilà, ça a été vraiment notre premier souci. Voilà, donc finalement, une grosse surprise au début, assez vite rassurée par la capacité de support qu'on nous a donnée. Donc, il a fallu comprendre comment ça fonctionnait, mais support du chômage partiel, support financier des banques par l'intermédiaire du PGE, capacité à décaler nos parties de trésorerie. Voilà. Ensuite, ça nous a aussi très vite challengé sur comment on réagit d'un point de vue offre. Parce que du coup, effectivement, d'un point de vue environnemental, ça a totalement perturbé notre activité, et en particulier sur les déchets, parce que voilà, on se retrouve dorénavant éventuellement dans des bacs de papier avec des masques, etc. Donc, c'est comment on fait pour très vite réagir, proposer une offre qui soit adaptée à cette nouvelle, voilà, ce nouveau statut sanitaire on a des matières différentes à traiter avec des nouvelles consignes à passer pour continuer à pouvoir assurer le tri et le recyclage des matières standards qu'on avait et protéger la santé et la sécurité de nos salariés. Donc, typiquement pour les mains de tri, c'est passé par des nouvelles consignes à passer aux clients, un nouveau type de matériel proposé avec des poubelles à pédales et des choses comme ça. Donc, ça nous a aussi poussé dans quelle innovation on peut proposer sur nos services en ce qui concerne le traitement des déchets. Et je voulais finir sur la sphère des entreprises d'insertion, de l'insertion par l'activité économique au global. Ça a été aussi l'occasion effectivement de montrer la capacité d'innovation, de rebond, de changement de modèle d'un certain nombre de structures. Je voulais par exemple parler du projet Résilience, où il y a quand même énormément d'entreprises, dont une bonne partie du secteur de l'ESS et de l'insertion par l'activité économique, qui ont changé leur activité pour pouvoir produire des masques réutilisables et des masques lavables. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment été mis en avant dans le cadre de ce projet Résilience. Ça a été aussi l'occasion pour ces structures-là de montrer leur adaptabilité et de pouvoir assurer leur mission voilà, en allant sur des secteurs qui n'étaient pas leur secteur d'origine. Donc, adaptabilité, agilité et créativité. Donc. Exactement. Merci Sylvie. Qui est-ce qui a envie d'intervenir sur le sujet?
Je vais prendre la parole rapidement sur alors, le vécu de la crise chez nous, je dirais, ça a certainement été peut-être pas aussi traumatisant que ça a pu l'être pour les Lemonade, puisque bon, Target, c'est un groupe à dimension mondiale. Donc, on a vu bien sûr sur certains territoires, ces territoires se fermer du jour au lendemain. Hein. Là, il y a eu la France, bien sûr, là où il y a notre siège social, mais on avait quand même une activité qui pouvait continuer ou qui avait repris parfois sur d'autres territoires. Quand bien même il y a eu évidemment un impact, hein, dans plusieurs pays, il y a eu du confinement, il y a eu effectivement des mesures de chômage dit partiel ou parfois même carrément une activité qui a dû cesser pour certains de nos collaborateurs. Et donc ça, encore une fois, il a fallu que tout le monde puisse s'adapter. Il y a aussi eu quand même un nouveau mode de travail qui a dû être mis en place et qui a été le télétravail massif pour, on va dire, ce qu'on qualifie de col blanc, mais enfin toutes les personnes qui peuvent justement effectuer et exercer leur métier sans être forcément attachées physiquement à un bureau. Et ça a demandé à beaucoup aussi un aménagement chez eux. Les espaces, on va dire, privés ne sont pas forcément toujours adaptés pour une activité professionnelle. Donc tout ça, ça a demandé un accompagnement très fort qui a été réalisé et par tout le management de l'entreprise et bien sûr par nos services de ressources humaines qui nous ont accompagnés tout au long du confinement et encore une fois des activités partielles, mais pas seulement en France, mais évidemment dans beaucoup de pays européens et dans le monde entier. L'impact économique aussi dû aux mesures de chômage partiel est certainement absorbé, mais ça, on le saura en fin d'année quand nous aurons nos résultats définitifs. Mais voilà, il y a bien sûr eu une baisse d'activité globale au niveau du monde du bâtiment, qui est aussi le monde que nous servons avec nos produits. Et ça, bien sûr, ça a un impact sur les activités de nos usines et sur nos activités commerciales. Ensuite, comment on peut concilier après une reprise avec des principes d'économie circulaire? Pour nous, en fait, c'est très fort. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'aller vers une économie qui est bien plus inclusive, bien plus respectueuse des ressources, ça c'est clair, du climat et de la biodiversité. Et nous, on prend très souvent des engagements assez forts et on s'est engagé avec l'Alliance européenne pour une relance verte assez récemment et on y croit et c'est encore une fois quelque chose que nous allons mettre en place au sein de notre entreprise. Donc, c'est les effets de la crise sur l'organisation, c'est ça que vous mettez en avant, et les façons de travailler. Et ce que j'entends aussi qui me semble important, c'est plutôt que de dire revenons au monde d'avant, allons vraiment vers un autre monde plus vert. Ouais, tout à fait. C'est extrêmement important, effectivement. Si c'est pour refaire ce qu'on a fait avant, ce n'est pas la peine. On est bien d'accord. Merci, Élodie, c'est gentil. Marlène, vous voulez dire quelque chose ? Oui, alors peut-être rapidement, avec peut-être une vue, peut-être apporter une vue un peu plus globale, puisque via nous, notre société d'investissement France Active Investissement, on accompagne 1600 entreprises de l'économie sociale et solidaire. Alors, pas toutes dans l'insertion, pas toutes dans l'économie circulaire, mais bon, on a quand même on a un bon échantillon. Donc, nous ce dont on s'est soucié dès le début du confinement, c'est de savoir comment justement on allait les accompagner et les recontacter. Donc, on a appelé les 1600 entreprises et pour s'assurer qu'ils avaient bien accès à toutes les aides et réfléchir à comment on pouvait les accompagner, déjà réfléchir à l'après et la relance en fait. Globalement, la bonne surprise, mais qui finalement ne nous étonne pas tant que ça, c'est que les structures de l'ESS, je pense, se portent plutôt bien et sont plutôt résilientes. Après, ça dépend en fait finalement plutôt des secteurs d'activité dans lesquels ils sont que de le fait qu'ils soient dans l'économie sociale et solidaire. Et finalement, comme l'a dit Sylvie, on remarque beaucoup d'agilité
et de capacité d'adaptabilité de ces structures qui sont finalement inhérentes à leur modèle. On est face à des structures qui ont des modèles économiques déjà hybrides, qui doivent s'adapter aux variations des politiques publiques, à les trouver des bonnes solutions, à s'adapter aussi à leur public, hein, à des salariés qu'ils accompagnent, qui ont tous des profils différents. Et je pense que c'est ça la force du secteur. Donc voilà, finalement, on a vu des gens qui ont trouvé des solutions assez inventives et aussi une capacité de 2 coopérer minutes. qui permet, je pense, qui est vraiment la clé aussi d'une bonne relance et qui est un des marqueurs de ce secteur. C'est la capacité à fédérer autour des projets différents acteurs de tous bords, associatifs, entreprises sociales, mais aussi des entreprises qui ne sont pas enfin, des grands groupes, hein, qui ont aussi envie de s'engager et qui peuvent amener des choses. Donc, on va certainement en reparler via d'autres questions. Et c'est intéressant, là, il y a le côté, la résilience est rendue possible parce qu'il y a de la solidarité, de l'engagement et de la diversité. Donc c'est très un modèle naturel, je dirais. Ce qui fait que la nature se régénère, c'est ça justement aussi, diversité, solidarité et engagement. Ouais, super, c'est très intéressant. Merci Marlène. Donc il y aurait peut-être un deuxième thème sur lequel on pourrait réfléchir. Quel rôle le secteur privé peut-il jouer pour accélérer le développement de l'économie circulaire inclusive? Donc, c'est quoi son rôle dans cette histoire-là pour que ça aille plus vite dans le domaine de l'économie circulaire inclusive? Je vais commencer si vous voulez bien. Pour moi, ce rôle, il est majeur. Alors, encore une fois, là, ici, je représente la sphère de l'IAE, de toutes les structures possibles d'insertion par l'activité économique. Et le premier truc, c'est que la sphère privée est avant tout un de nos clients majeurs, ce qui nous permet de croître, et c'est le cas en tout cas chez Lemonade, où on a une croissance de plus de 50% tous les ans. On croît chez des clients privés qui achètent notre prestation pour gérer les déchets, quoi. Donc, voilà, le premier truc qui tombe sous le sens vu de chez nous, c'est acheter inclusif, acheter auprès d'entreprises qui peuvent vous proposer des services dans le domaine du nettoyage, du déchet, de la restauration. Enfin, il y a énormément de domaines dans lesquels il y a des entreprises du secteur de l'IAE sur lesquels voilà, vous pouvez acheter inclusif et permettre à ces entreprises de grossir, de remplir leur mission sociale. Ensuite, il y a un autre mode qui peut aussi beaucoup nous aider, c'est que nous, on accompagne des salariés qui étaient éloignés de l'emploi, on leur donne des compétences, on les accompagne sur le savoir-être, etc. Et du coup, on a en sortie de programme des gens qui sont motivés et prêts pour certains métiers sur lesquels on les a préparés. Donc, notre envie, c'est qu'ils puissent obtenir un emploi durable dans le secteur privé. Voilà, donc l'autre manière, ce serait aussi de recruter inclusif, de comprendre qui sont autour des endroits où le secteur privé recrute. Est-ce qu'il y a effectivement des structures de l'insertion qui proposent des profils qui peuvent les intéresser? Donc nous, on serait très intéressés à connaître les bonnes personnes dans le secteur privé, voilà, avec qui on puisse bâtir comme ça des ponts entre notre structure et leurs besoins. Et puis après, bien évidemment, le secteur privé aussi peut monter des projets en interne, des projets d'inclusion, donc soit par eux-mêmes, soit comme a pu le faire le groupe Danone à un moment en s'associant à des fondations, à une structure de l'ESS pour créer, par exemple, une joint venture sociale comme l'a été Lemonade. Donc, il y a énormément de possibilités et je voulais juste du coup parler ici du campus de l'inclusion qui vient d'être monté. Donc, dans le cadre du pacte d'ambition pour l'insertion, il y a beaucoup de mesures qui ont été portées dès l'année dernière et donc il y a ce campus de l'inclusion qui a destination effectivement des dirigeants d'entreprise ou des membres d'entreprise qui achètent, recrutent ou etc.,
qui a un programme hyper intéressant et qui existe maintenant dans beaucoup de villes françaises pour justement présenter ces différentes manières de faire de l'inclusion en interne ou en externe. J'ai fait partie de la promotion pilote, je vous le recommande, c'était hyper intéressant. Donc voilà, Campus de l'inclusion. Super, merci. Est-ce que ça serait idiot de dire que quelque part, ça permet d'externaliser la compétence d'inclusion pour des entreprises qui ne savent pas faire ou qui n'ont pas le temps de faire, quelque chose comme ça? Oui, et après, il y a des entreprises qui le font en interne et qui le font très bien, et donc tant mieux. Après, c'est vrai que ça peut demander du temps ou ça peut paraître compliqué, ou etc. Et c'est vrai que les structures de l'insertion par l'activité économique, elles ont des professionnels. Nous, nos salariés, moi, je viens du monde privé avant. On a au sein de Lemonade un chargé d'insertion professionnelle, dont c'est le métier depuis toujours d'accompagner les salariés sur leurs problématiques socio-professionnelles. Et c'est fabuleux parce que voilà, cette personne, elle est faite pour ça et ça produit des effets. Donc effectivement, c'est pas la peine de se faire des nœuds au cerveau et de se dire oh là là, je vais monter un projet en interne, j'ai pas les compétences pour le faire. Le fait d'acheter ou de s'allier à une structure de l'insertion fait que bah, voilà, c'est des structures qui ont ce métier-là depuis longtemps. Super, merci. Et quelque chose que j'entends, et peut-être juste avant que vous parliez, Marlène, vous dites qu'il faut encourager le secteur privé à acheter inclusif. Je pense peut-être Marlène, Elodie, quand vous répondez, ça m'intéresserait de savoir quelles sont les barrières. Pourquoi est-ce que tout le secteur privé n'achète donc pas inclusif? Mais bon, je vous laisse réagir, une pensée sur le sujet. Alors, je voulais avoir une première réaction qui est, je pense, en fait, il y a peut-être une question, un questionnement à avoir sur ce qu'on appelle le secteur privé, puisque pour moi, l'IAE est le secteur privé. Il bénéficie d'aide pour effectuer sa mission, mais ce n'est pas totalement le secteur public. Et je pense que voilà, dans l'ADN de France Active, on s'est créé sur l'idée que pour répondre aux problématiques des personnes, au départ, les plus éloignées de l'emploi, mais également les structures de l'économie sociale et solidaire, il fallait leur permettre d'être inclus dans le monde de l'économie réelle, avoir accès aux banques. Et finalement, le public donne un cadre et des incitations, mais ceux qui font et ceux qui permettent de faire émerger des nouveaux projets et des nouvelles idées, c'est le secteur privé. Et pour nous, les associations, les structures mixtes, IAE, les coopératives et les sociétés commerciales sont tout ensemble dans la partie privée. Finalement, ce qui est important, c'est l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, on l'a dans tous ces types de structures juridiques. Pour moi, c'est de là d'où vient vraiment la solution. C'est la solution, nous, on le voit, vient souvent des territoires et c'est un mélange entre voilà, des collectivités qui expriment un besoin sur leur territoire, des entrepreneurs qui arrivent à trouver une solution avec les citoyens qui viennent pousser aussi à un moment donné un besoin. Et on voit vraiment les projets émerger un peu à petite échelle. Et nous, on a la chance d'avoir 40 associations sur les territoires. Et on a en particulier lancé en début d'année un fonds d'amorçage pour l'innovation sociale qui nous permet en fait de voir que on a des initiatives assez similaires, mais qui sont très adaptées aux besoins de leur territoire, qui sont en train d'émerger partout en France. Et l'idée, je pense, après, d'un acteur comme nous, qui sommes aussi acteurs privés, qui utilisons de l'épargne solidaire, donc ça, ce n'est pas de l'argent public. On place de l'argent de façon responsable et solidaire pour aider à monter ces projets. Et on a dans l'idée d'arriver à consolider du coup des filières, aider à essaimer des projets et puis mettre en relation en effet avec ces grands groupes et peut-être les faire évoluer aussi dans leur pratique. C'est-à-dire que on pense aussi qu'il y a, c'est en faisant émerger et en montrant que certains projets peuvent être viables et ont un public, que certains groupes vont pouvoir évoluer aussi dans leur pratique, dans une consommation plus responsable,
et vont voir émerger un marché. Donc, si on repart sur l'économie circulaire et sur le marché des déchets, nous, on a fortement investi sur des structures qui sont sur le traitement, collecte et traitement de biodéchets, qui est une filière qui est totalement en construction et qui est totalement pour l'instant délaissée par les gros groupes parce qu'elle n'est pas rentable. Et pour nous, tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire émerger des acteurs assez importants avec des valeurs qui réfléchissent aussi derrière à l'emploi, à une qualité de l'emploi, à revaloriser le travail de ces personnes qui collectent les composts, à sensibiliser aussi le public à ces problématiques pour que demain, quand on aura une filière plus structurée, ces valeurs et ces points de vigilance restent au cœur et que ça ne parte pas finalement comme on ne reproduise pas les schémas classiques voilà, des camions qui passent et vont ramener les déchets à des centaines de kilomètres des villes voilà, dans une logique qui n'est pas une logique d'économie circulaire. Ok, merci Marlène. Élodie, vous avez un avis sur la question? Oui, ce sera ma réponse. Bon. Non, le rôle des acteurs privés, alors évidemment, une entreprise ou un groupe comme Target, c'est un petit peu différent des deux autres. Je dirais qu'il y a un rôle social, il y a un rôle sociétal, on est employeur, on est présent dans des communautés. Je sais qu'il y a beaucoup de nos filiales, que ce soit des centres de production, que ce soit des centres de traitement de déchets, on y viendra dans une deuxième partie, où nos filiales de distribution ont très souvent des initiatives locales, justement, pour mettre en place des solutions d'économie circulaire ou de solidarité, poser des revêtements de sol dans des hôpitaux pour enfants, offrir aussi du service, offrir du temps, etc. Donc, il y a ce rôle qui peut être joué, bien évidemment. Mais pour moi, c'est aussi de réaliser que le secteur privé, il est lui aussi lui-même inclus. C'est-à-dire qu'il n'est pas exclu de tout ça et de l'économie circulaire et de la transition, mais qu'il y est inclus, qu'il a bien sûr son rôle à jouer. Trop souvent, on a un peu pointé du doigt, je trouve, les grandes entreprises, les grands groupes. Oui, parce qu'il y a peut-être eu dans le passé des comportements qui étaient, eux, exclusifs. Et désormais, il y a une prise de conscience que nous sommes tous inclus dans le même monde, que nous avons tous un rôle à jouer et que nous pouvons aider à toutes les transitions qui sont possibles et imaginables. Pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit par Marlène juste précédemment au niveau de filières qui sont montées, nous avons nous-mêmes notre propre filière de récupération des sols. Alors, ça s'appelle Restart, pour ne pas nommer le programme, et ça nous permet aujourd'hui, dans un premier temps, de récupérer toutes les chutes de pause. Et ça, on l'a déployé sur des territoires locaux, de façon à aussi faire revenir ces chutes pour pouvoir les recycler et les réintégrer dans nos produits. Ce qui fait que nous substituons finalement une matière que nous connaissons bien, parce que c'est des produits que nous venons de vendre et qui ont été posés par nos entreprises partenaires poseurs, et que nous pouvons réintégrer directement dans la production, ce qui fait qu'on est capable aussi, avec de tels programmes, de diminuer in fine et à terme, alors le terme il peut être plus ou moins lointain, hein, ça dépend de la complexité, de diminuer énormément nos achats de matières premières vierges. Et donc on adresse aussi les problématiques sur les ressources. Et là aussi, le rôle du monde privé, c'est aussi quand même de s'interroger sur lui-même et de regarder un petit peu quelles sont finalement les substances, les matières. Alors nous, c'est de la transformation chimique que j'utilise et comment je peux le faire de manière beaucoup plus responsable, encore une fois, aussi de manière beaucoup plus inclusive, peut-être en ayant des partenaires locaux, en créant des symbioses industrielles, en ayant aussi des circuits plus courts pour des approvisionnements, mais aussi, bien sûr, en s'occupant de ce que je mets moi-même sur le marché et de m'assurer qu'à un moment, il y aura une boucle d'économie circulaire qui y correspondra. Aujourd'hui, pour nous, la plus évidente, étant donné la durée d'utilisation de nos produits, reste le recyclage. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule chose qu'on va regarder, parce que ça serait limiter en fait nos possibilités et nos propres opportunités. Merci, Elodie. Moi, j'entends au travers de ce que disait Marlène juste avant et de ce que vous venez de dire là,
globalement, c'est que quelque part, est re-questionner la notion de privé par rapport à public. Ce n'est pas si simple, privé-public, et qu'on en a fini avec l'entreprise privée uniquement là pour faire de l'argent en dépit de tout et malgré tout et contre tout, et que la durabilité de l'entreprise, c'est aussi quand elle rentre dans une dynamique qui va plus loin que juste faire de l'argent à court terme, quoi. C'est ça que vous portez, c'est que l'entreprise de demain, ça sera plus préoccupé d'écologie, d'insertion, d'inclusion, etc. Effectivement. Donc la notion de privé est à re-questionner. Ouais, Luc, tu avais une question, il me semble. ouais. Non, mais écoute, je pense que sur cette question-là, le sujet était clair. J'entends la question de la responsabilité des entreprises, le rôle que les entreprises ont à jouer sur toute la partie innovation. Elodie, je vous ai quand même entendu parler et confirmer que acheter inclusif, ça avait un sens pour les entreprises, même si vous l'avez formulé un petit peu différemment. Je pense que vous avez vraiment bien répondu. Peut-être un autre thème qu'on pourrait aborder. Marlène, vous disiez tout à l'heure comment est-ce qu'on évite d'avoir des camions qui passent et qui vont dans des centres de déchets à des centaines de kilomètres. Peut-être ma prochaine question, c'est comment du coup est-ce qu'on s'assure de créer de l'inclusion dans les territoires fragilisés, dans tous les territoires? Comment est-ce qu'on pousse l'économie circulaire, mais pas juste dans quelques centres de tri centralisés en France, mais comment est-ce qu'on pousse ça partout? Juste avant que vous répondiez, il est 12h04. J'invite les participants qui ont envie de poser des questions à ne pas hésiter de les mettre sur le chat pour qu'on puisse les retransmettre à nos intervenants. Merci. Excusez-moi, je vous en prie. Je propose de répondre et puis d'essayer d'être rapide pour aussi laisser place aux questions derrière. Je pense que j'ai donné une partie de la réponse tout à l'heure. Pour nous, ça passe par deux choses. Il y a une grosse question de l'essaimage en fait, des projets. Ça peut être très, très divers en fait. Voilà, chacun a des modèles un petit peu très différents. Ça passe par des créations parfois de fédérations et puis voilà, d'aide à dupliquer des projets, mais vraiment en fonction des territoires parce que tous les territoires sont différents. Ça peut passer par des créations plutôt de groupes et puis je pense qu'il y a aussi des partenariats peut-être à monter avec, comme je disais, des groupes plus importants et puis faire changer en fait petit à petit les pratiques. Voilà. Vous avez fait qu'une minute, c'est bien. C'est court. Je vais rebondir un peu aussi là-dessus. Je pense que, alors, si on reprend un peu la partie je collecte quelque chose pour pouvoir l'utiliser, quelle que soit la nature de ce que je collecte, je pense qu'en fait, il y a une notion qui est très importante et que l'on appelle le volume utile. Et que oui, des camions qui vont traverser des centaines de kilomètres et des frontières éventuellement avec du volume inutile, bon, en fait, ça n'a aucun propos. On a peut-être collecté quelque part, on a coché une case en disant bon, bah, c'est collecté, mais on n'en a rien fait. Donc la notion de volume utile est importante parce que là, on peut vraiment territorialiser cette action de tri notamment. Et de dire, voilà, extrayons ce qui n'est pas utile. Alors, il y a des choses qui sont qu'on appelle du déchet fatal. Le déchet fatal, ça a quand même son nom. Ça veut dire que là, personne ne peut rien en faire. Malheureusement, il y en aura encore. Essayons d'aller vers aussi des conceptions de produits et de services qui feront qu'il y en aura de moins en moins et qu'il n'y en aura à un moment plus. Mais pour l'instant, nous en avons toujours. Mais il faut savoir comment les évacuer. Donc, il y a ça. Puis ensuite, il y a certainement, moi, si je mets à disposition un big bag, on va mettre des choses qui vont m'être utiles à moi. Et peut-être qu'il y aura aussi dedans des choses qui seront utiles à quelqu'un d'autre. Et là aussi, je pense qu'on peut aider les territoires en cherchant des solutions qui sont beaucoup plus proches de ce big bag finalement et qui ne vont pas forcément être proches de mon centre de recyclage à moi, mais qui vont être vraiment dans un cercle concentrique très proche où je peux peut-être trouver une entreprise, un artisan qui aura besoin d'une matière dont moi je ne sais que faire. Et c'est ça aussi qui est très important de faire, c'est-à-dire que nous, quand on monte un programme de collecte, on essaye d'être le plus ouvert possible. Bien sûr, nous recherchons notre volume utile, ça c'est normal, mais il faut qu'on regarde aussi quelles pourraient être les solutions pour que quelqu'un puisse se servir de ce qui ne nous servira pas à nous. Je pense que ça peut être une solution. C'est le commensalisme. Le commensalisme, c'est quand quelqu'un se sert de mes déchets à moi pour se nourrir. C'est ça, c'est la notion de commensalisme. Oui, ça peut être ça. Alors, ce n'est pas seulement mes déchets, mais c'est aussi, encore une fois, c'est s'ouvrir.
C'est comprendre qu'on n'est pas tout seul à faire son métier et puis que voilà, il y a des flux qui sont dans un seul sens, mais en fait, ils sont multiples et ils sont très matriciels. Et donc, il faut trouver finalement les différentes parties de la matrice de façon à ce que toute substance puisse retrouver une utilité. Et le point que vous donnez là sur le volume utile qui est super intéressant, selon vous, ça permettrait du coup de bien localiser les activités versus les centraliser au mauvais endroit ou faire des kilomètres à la matière pour rien. De manière générale, si vous voulez, si encore une fois, si dans ce Big Bag il y a des choses qui ne vont pas m'être utiles, pourquoi je vais les transporter? Ouais. C'est quoi la raison? Et c'est sûr qu'avoir un camion qui va faire des kilomètres, il faut aussi que je regarde quel en est l'impact CO2. Donc, il faut que je regarde l'impact CO2 de chaque kilo qui vont me revenir. Et je préfère que cet impact soit complètement compensé par la réutilisation que je vais pouvoir faire moi. Et si j'ai 99 ou 100% de volume utile dans un Big Bag, je vous garantis que les matières que nous recyclons, en fait, quand on recycle, c'est 2 kg de CO2 qui sont économisés par rapport à la matière vierge équivalente. Ouais. C'est quand même important. Donc, on peut regarder ces impacts-là. Mais si je transporte 50% de volume inutile, là je commence peut-être à avoir un impact qui se neutralise ou qui se délite. Et ça, ce n'est pas intéressant. Okay. Et donc, localement, oui, je peux trouver des gens qui vont faire une opération de tri déjà pour moi et de tri de séparation, et aussi localement des utilisateurs. Parce que c'est pareil, si c'est pour envoyer ça à l'autre bout de la planète, je ne trouve pas trop l'utilité non plus. Et donc, ça permet de créer de l'activité dans ces localités où vous allez trier la matière avant de la transporter sans vous poser de questions. Donc, ça peut contribuer à inclure des gens dans les territoires. Donc, ça répond très bien à la question. C'est une chouette idée. Je ne vois pas s'il y a des questions sur le chat à tout hasard. Luc, vois-tu des questions? Je ne vois pas de questions, mais ça me permet de répondre aux miennes. Donc c'est déjà très bien. Ça m'arrange. Si on fait ça, c'est pour répondre à vos questions. Sylvie, vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Je vous ai pas. Ouais. Non, mais juste, c'est dans l'ADN de Lemon Tree que de se dire, les matières qu'on récupère, on s'attache à trouver des filières qui soient locales. Et on essaye aussi de pouvoir petit à petit augmenter le nombre de matières qu'on sait traiter. Ce qui est assez étonnant, c'est que voilà, par l'intermédiaire des clients qu'on a, on fait des matières standards, de la canette, de la bouteille, etc. Puis au fur et à mesure, on nous pose des questions de « et ça, qu'est-ce qu'on peut en faire ?» etc. Donc, ça fait aussi partie de l'activité de Lemon Tree, sur certains sujets, se dire « tiens, mais comment on peut créer la filière ?» Et effectivement, du coup, un des enjeux, c'est d'être très ouvert, de rencontrer pas mal de monde. Et en fait, on se rend compte que du coup, il y a énormément d'acteurs autour où quand on en parle, ils ont une idée ou ils nous renvoient vers quelqu'un d'autre, etc. Donc, voilà, c'est un vrai enjeu, effectivement, d'être ouvert, de dire, tiens, et ça, est-ce que quelqu'un a une idée sur comment on pourrait utiliser ça demain? Et voilà. Alors, ce que vous dites répond en petite partie à la question que Marguerite nous pose sur le fil. Alors, je vous la lis in extenso. Donc, cette crise fragilise beaucoup les entreprises et les pousse plutôt à se replier sur elles-mêmes par faute de moyens ou par peur de la suite. Dans ce moment de grande vulnérabilité, comment les convaincre de s'ouvrir à de nouveaux modes de fonctionnement et de faire appel à des solutions inclusives? Est-ce que vous avez une idée de comment convaincre? Alors pour notre part, nous n'allons pas avoir besoin d'être convaincus puisque on sait très bien que nous faisons partie d'un écosystème aussi complexe soit-il, et qu'on ne peut pas faire les choses tout seul. Enfin, une entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut pas opérer sa transition vers l'économie circulaire seule. Donc elle a besoin de partenaires, ça peut être des partenaires très proches, ça peut être des partenaires un petit peu plus éloignés, mais c'est surtout sur toute sa chaîne de valeur et dans tout son écosystème qu'il faut les trouver, ces partenaires. Et certainement aussi amener d'autres types de parties prenantes qui aujourd'hui ne sont peut-être pas encore intégrées à l'écosystème, mais qui ont des apports très importants. Avoir des consultants qui viennent vous dire ce qu'il faut faire côté comptable ou en amélioration de production, c'est bien, super, mais avoir aussi des organisations qui sont capables de nous aider et de nous accompagner pour nous dire voilà ce sur quoi vous devriez travailler. Et voici peut-être des entreprises, des startups, des jeunes innovateurs qui seraient capables de vous apporter des solutions. Voilà, ça ouvre aussi, encore une fois,
complètement l'esprit de l'entreprise. Et puis, il ne faut pas, ne négligeons pas non plus tous nos collaborateurs en interne. Pour moi, c'est très important aussi. Tous nos collaborateurs en interne ont énormément d'idées, ont beaucoup d'envie et au travers de leur engagement, on peut aussi, on va dire, décupler et accélérer les choses parce que c'est l'engagement d'une personne en interne, mais c'est aussi les messages et les discours qui sont donnés à l'extérieur et finalement d'autres personnes qu'on va pouvoir embarquer avec nous. Donc, voilà, tout ça, encore une fois, c'est un écosystème, comme je l'ai dit, c'est de l'interne, c'est de l'externe, c'est de l'externe, c'est du social, c'est du sociétal. Voilà, on n'est pas tout seul, on ne vit pas sur un tout petit bout de la planète en autarcie, ce n'est pas possible. Donc c'est ça que vous diriez pour convaincre d'éventuels partenaires de rentrer dans le jeu de l'inclusion, c'est vous n'êtes pas tout seul, c'est ça? Vous n'êtes pas tout seul. Tout seul, on ne fera rien. Ouais, et tout seul, vous ne ferez rien. Nous, on le sait déjà. Oui, je vais bien compléter aussi. Je pense qu'en fait, ceux qui vont totalement se refermer sur eux-mêmes, justement, c'est ceux qui seront les grands perdants de cette crise, en fait. Quand on traverse une crise comme celle-là, il faut tout savoir avoir justement une vision stratégique et miser sur le bon cheval. En fait, moi, je crois que, en tout cas, j'espère que dans 10 ans, on pourra se dire, finalement, les entreprises qui s'en sont sorties et qui ont eu un coup d'avance, c'est celles qui ont misé sur le développement durable, qui ont transformé leur entreprise vers ce modèle-là. Comme on a pu se dire que les grandes gagnantes actuellement, c'est celles qui avaient misé sur le numérique et voilà, elles avaient un petit coup d'avance et ça leur permet de s'en sortir. Mais je pense que on est quand même à un moment où il y a une prise de conscience assez forte que le développement durable, ce n'est plus que de la com et ce n'est pas suffisant d'en rester à de la communication. Il faut agir et il faut se transformer. Donc voilà, je ne sais pas s'il faut les convaincre. Je pense qu'il y a des gens convaincus, il y a des gens qui sont plus qu'on va pouvoir plus convaincre que d'autres et c'est vers cela qu'il va falloir se tourner. Je pense qu'en effet, les salariés, c'est un point très, très, très important dans les entreprises. C'est la société, en fait, qui est en train de changer actuellement. L'engagement citoyen, quoi. C'est travailler sur l'engagement citoyen. Ouais. Et du coup, si je peux me permettre de rebondir là-dessus, effectivement, c'est les salariés et puis les consommateurs, la société, qui vont demander que ça évolue. Et au-delà de ça, il y a aussi, on peut faire des petits pas qui peuvent paraître pas grand-chose, mais qui finalement vont dans le bon sens, quoi. Avant de se dire, je transforme complètement mon business model d'entreprise sur des petits bouts. Typiquement, encore une fois, si on reprend, on était dans une crise sanitaire et on a pu se retrouver avec, on a des gestes qui mettent complètement en opposition la partie sanitaire et la gestion environnementale. Et donc, la question des masques, encore une fois, est-ce que vraiment on n'achète que des masques jetables à usage unique qu'on fait venir de l'autre bout du monde qui contiennent chacun 5 grammes de plastique? J'avais lu un article hyper intéressant qui est que si jamais tous les Français utilisaient 3 masques par jour avec les 5 grammes de plastique, on allait générer un besoin de quantité de plastique jetable de 300 000 tonnes, c'est-à-dire autant que les bouteilles jetables qu'on a, et on ne sait même pas les recycler, les masques. Alors que par ailleurs, on a des alternatives durables de masques réutilisables, lavables, qui en plus peuvent être produits localement par des entreprises du textile ou par des entreprises d'insertion. C'est un tout petit truc, mais honnêtement, si on se dit on a sauvé 300 000 tonnes de plastique, on est content quand même. Certainement. On est assez content. Moi, si je peux me permettre, j'aurais peut-être une question, si je peux. À moins qu'il y ait d'autres questions qui… Allez, Denis. Quels sont les freins que vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de faire des choses et vous vous heurtez sûrement à des choses qui vous limitent. Qu'est-ce qui vous donne une limite? Quelles sont les limites que vous ressentez? Je ne sais pas, administratives, j'en sais rien. Et quelles solutions vous verriez pour franchir ces limites? Juste pour reformuler, c'est de quoi avez-vous besoin et de la part de qui? Voilà, exactement. Il y a toute barrière pour y avoir.
On a parfois, malheureusement, une législation qui se veut vertueuse et qui n'est pas aidante. Et donc, voilà, on peut parler de beaucoup de choses, mais quand je dis qu'il y a des chutes de revêtement de sol issues de la pose, c'est considéré comme un déchet. Et une fois que c'est considéré comme un déchet, ça doit rentrer dans un cercle qui permet de traiter et de gérer le déchet. Or, ce n'est pas forcément un déchet, ça devient une ressource directement pour nous, encore une fois. Donc, pourquoi ça ne peut pas être qualifié de produit? Donc ça peut être une barrière. Alors aujourd'hui, on arrive parce qu'on a les bons partenariats, mais je pense qu'à l'avenir, si on veut multiplier vraiment ce type d'action et avoir du très gros volume, il faut se poser ce genre de questions. Parfois, encore une fois, comme je le dis, le législateur pense bien faire parce qu'il faut évidemment réguler un certain nombre de choses, et puis ça vient complètement un petit peu enrayer certaines filières, ou en tout cas ça ne les aide pas, mais bon, ça nous pousse un peu un petit peu à de l'adaptation. Donc, il y a ça. Et puis, on en parlait un petit peu aussi au début. Nous, on sait très bien que surtout dans les premiers temps, les premières années, qui peuvent durer, les premières années, tout ce qu'on met en place, ce n'est pas forcément neutre en termes de coûts. Et que financièrement, alors on peut avoir les reins plus ou moins solides quand on est dans un groupe ou dans une entreprise, mais je peux comprendre que parfois certaines transformations fassent un petit peu peur parce que financièrement c'est engageant aussi. Et donc il y a peut-être aussi besoin d'être accompagné, d'être aidé de ce côté-là, pour être rassuré finalement en se disant ok, je peux opérer ma transformation et ma transition sans que cela un jour m'empêche finalement d'exercer mon métier premier parce que je n'ai plus de sous dans la caisse, tout simplement. Je veux bien donc, sauter un parachute, quoi. Oui, alors, oui, un parachute, déjà, il faut l'avion pour pouvoir sauter, donc ça, c'est autre chose. Mais c'est surtout, voilà, il y a forcément un arbitrage. Il y a forcément un arbitrage qui doit être opéré. Encore une fois, chez nous, nous avons bien conscience que les choses qui sont mises en place, on ne leur demande pas d'avoir un retour sur investissement dans les 2 mois, hein, et même pas dans les 2 ans, parce que, voilà, on sait que ça va prendre du temps avant que toutes les pompes, finalement, s'amorcent. Mais si on veut accélérer, il faut amorcer de plus en plus de pompes. Donc on ne peut pas non plus, comme je vous le disais, complètement vider la piscine en disant voilà, on a amorcé toutes les pompes, mais désolé, on ne peut plus nager, il n'y a plus d'eau. Voilà. Donc il y a forcément un équilibre quelque part, et ça plaide encore une fois en faveur des partenariats. On ne peut pas faire les choses tout seul, on ne peut pas forcément toutes les autofinancer. Donc on a besoin aussi que des organismes comprennent ce mode de fonctionnement et la transition, et accompagnent aussi les entreprises et les différents acteurs. De toute façon, ça vaut, à mon avis, pour la toute petite taille comme pour la très grosse taille, d'ailleurs. Je suppose que ça chante aux oreilles de Marlène, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. J'entendais des petits échos, effectivement. Alors après, dans les besoins que j'entends qui sont exprimés, il y a aussi, pour revenir, hein, des choses qui doivent être... il y a des réponses qui doivent venir aussi du public, je pense. Il y a des besoins aussi d'aide, de subventions. La R&D, il y a des aides qui existent en France. Il faut que la R&D, elle puisse financer, ça soit à la fois technologique mais aussi social, et ça c'est quelque chose d'important. C'est possible, mais c'est quand même compliqué actuellement. Et puis évidemment, il y a une autre façon de voir la finance, et c'est ce que nous on porte et ce qu'on essaye de montrer, et c'est ce que l'on veut faire d'ailleurs via notre fonds d'amorçage. Il y a vraiment une période la période du désert, quand on crée une entreprise, en particulier innovante, où on n'a pas grand-chose, on est souvent isolé, et puis on a besoin de fonds propres et des investisseurs qui sont capables de prendre un risque sur ce type de structure. Et il y en a très peu, voire pas. Donc nous, on veut combler ce vide, et pour le faire, il faut aussi changer la façon dont on raisonne en tant qu'investisseur. Donc nous, on est assez convaincus que un investisseur financier, il a un rôle important à jouer, mais il faut faut arriver à trouver un modèle où on valorise en même temps l'impact financier
et sociale et environnementale. Et on ne peut pas dissocier les deux, en fait. Parce que si on pousse un fort développement pour avoir du rendement, on va forcément à un moment donné oublier le pan social et environnemental. Voilà. Et actuellement, les modèles des fonds d'investissement sont quand même très orientés vers ça, et y compris beaucoup de fonds qui se disent investisseurs à impact. Voilà, il y a des travers qui peuvent arriver de vouloir avoir un très, très, très fort développement très vite pour être rentable et puis pour pouvoir, à la fin, vendre sa participation à un prix plus élevé. Donc, il y a des choses à inventer aussi de ce côté-là. On essaye d'y travailler. Et voilà, on pense que ça passe par être vraiment à côté, avoir un rôle dans la gouvernance, dans les comités stratégiques, pour apporter notre vision de financeur, mais aussi notre vision et notre vision du monde de l'ESS, pour être un petit peu le garant de ces valeurs, de dire oui, attention, oui, là, on va prendre une décision, il faut que ce soit rentable. Évidemment, pour que la structure puisse se développer, il faut qu'à un moment donné, on arrive à trouver un seuil de rentabilité, mais il ne faut pas oublier les salariés, l'impact et le modèle social et environnemental derrière. Donc, c'est penser autrement que finance, c'est ça? Penser autrement que argent, c'est ça? Penser la finance différemment. Penser la finance différemment, d'accord, très bien. Ok, il est 23. Ça a coupé un petit peu. Ah, il est 23. J'aurais encore une question, si ça vous embête. Non? Luc, tu as une question? J'ai cru que Sylvie a été sur le point de réagir, mais… Excuse-moi. Oui, c'était juste, en plus de penser la finance différemment, dans la notion de partenariat, il peut y avoir d'autres intérêts. Typiquement, quand les monnaies a été monté avec l'aide du Fonds Danone Écosystème, c'est aussi parce que c'était le moyen de mieux capter des emballages de boissons pour pouvoir faire du PET recyclé que Danone était intéressé, la business unit Danone était intéressée à porter ce projet. Donc voilà, ça avait d'autres effets positifs pour eux. Voilà, qui peuvent être intéressants. Donc, c'est aussi ça qu'il faut regarder. Ah, c'est bien. Puis j'imagine qu'on y gagne aussi sur le long terme, si on devient plus efficace sur les kilomètres qu'on parcourt et les matières qu'on achète, en étant plus efficient, en faisant plus d'économie circulaire. Ça coûte peut-être plus cher au début, mais On s'y retrouve. On finit par s'y retrouver. Je ne sais pas si vous partagez ce point-là. Mais… Ça a été démontré par la Fondation Ellen MacArthur dans un de ses tout premiers rapports, quand ils ont fait un rapport avec McKinsey et Systémique pour démontrer que justement l'économie circulaire, in fine, tout le monde avait y gagné et qu'il y avait certainement, alors on n'en est plus à des milliards, mais des trilliards qui pourraient être dégagés si tout le monde allait vers des modèles d'économie circulaire. Seulement, encore une fois, voilà, il y a toujours un arbitrage à opérer. Et on le disait, entre je dois rendre des comptes. En général, dans une entreprise, on doit rendre des comptes. Donc, et les comptes, il vaut mieux qu'en bas à droite, ce soit un chiffre en noir plutôt qu'en rouge. C'est toujours plus intéressant. Et puis surtout, si j'ai des chiffres rouges, que je sois capable de démontrer qu'en fait, ça va très vite ou ça va à un moment tourner au noir et que ce noir va devenir exponentiellement beaucoup plus intéressant. Il y a forcément ça aussi. Une entreprise a quand même besoin de générer des fonds. Pourquoi? Pour son fonctionnement propre, mais surtout pour pouvoir réinvestir, pour pouvoir aussi regarder, innover. On disait, là, il y a de la R&D à faire, il y a d'autres choses, trouver des partenariats, etc. Mais encore une fois, la démonstration sur la vertu financière de l'économie circulaire, elle est faite. Donc, je vous encourage, si vous avez un petit peu de temps, à aller sur le site de la Fondation Ellen MacArthur. Il y a encore le rapport qui y est dans leur publication. Il y en a plein d'autres. Et là, ça démontre quand même que économiquement, le modèle est plus que viable. 26, on arrête à l'admis, c'est ça? Oui. Sauf s'il y a des dépassements. Moi, j'avais une dernière question. Je ne sais pas si on pourrait y répondre. Comment est-ce que tout cela influe sur le transfert, la transmission ou le développement des compétences nouvelles ou transmission de compétences déjà acquises? Est-ce que les modes de transmission des compétences sont influencés par cette nouvelle façon de penser le travail et l'activité en général?
Encore une fois, la réponse est oui. Et si vous posez des questions fermées, forcément. Non, non, mais oui, bien sûr. Et on se rend compte, encore une fois, personnellement, dans mon travail, tous les jours, je me rends compte du nombre finalement de collaborateurs et de collègues que j'ai qui s'intéressent à ça en dehors de l'entreprise et qui veulent amener dans l'entreprise un certain nombre de connaissances qu'ils ont pu acquérir, qui ont pu parler avec des interlocuteurs extérieurs et qui leur ont ouvert un petit peu l'esprit, les yeux, et qui ont fait des suggestions en disant est-ce qu'on pourrait faire ça chez nous, etc. Donc oui, les modes d'apprentissage et de diffusion d'informations en sont fortement impactés. Et je trouve qu'il y a une vertu à tout ça, c'est qu'en fait le monde des experts, d'une certaine façon, ceux qui sont censés détenir le savoir, est obligé de complètement s'ouvrir à tous les autres parce que tout le monde a plein d'idées. Après, il y a une question de faisabilité, bien sûr, mais et c'est en ça que ça change, parce qu'en fait, on apprend tous les uns des autres, finalement. Et c'est plus du tout quelqu'un qui va vous dire voilà comment on établit un bilan, prenez un stylo, vous tirez, vous avez à gauche les actifs, à droite le passif, et puis on va faire… Non, on n'en est plus là sur, en tout cas, pour nous, ce qui est l'économie circulaire, et on cherche justement à avoir des médias de diffusion des informations qui sont différents, et bien sûr l'augmentation des compétences et des connaissances, encore une fois, tant à l'interne qu'à l'externe. Parce que plus on aura de gens qui sont conscients, engagés, et en général, quand on commence un petit peu à s'y intéresser, on devient conscient et on s'y engage, plus facile ce sera pour tout le monde finalement d'avoir cette fameuse transition. Bien. Sylvie, Marlène, vous avez quelque chose à dire? Peut-être juste, moi, une petite précision aussi dans ce qu'on a pu voir se développer en fait au fil du temps. En fait, nous, on finançait surtout les structures de l'activité par l'insertion économique. Et en fait, on les a vus évoluer vers ces secteurs autour de l'environnement. Donc, en fait, je pense, il y avait une certaine logique aussi de développer, d'être présent sur les nouveaux métiers. Et ça montre bien que c'est un secteur qui permet de développer les compétences. Je pense que Sylvie pourra pour un peu plus en parler, mais dans un pays où l'industrialisation, enfin de désindustrialisation, voilà, c'est une source de nouveaux métiers peu qualifiés, mais avec beaucoup de main-d'œuvre. Et si en plus on va vers une société où le déchet n'est plus valorisé, mais valorisé, on pourra avoir des métiers voilà, plus nobles. Et ça permet, c'est vraiment pour moi un support d'insertion. C'est intéressant. Oui, effectivement, pour compléter, a priori, des études montrent que d'ici à 2030, les métiers de l'économie circulaire pourraient créer 300 000 emplois. Parce qu'effectivement, quand on rentre dans du réemploi, de la réparation, etc., voilà, ça génère pas mal d'emplois. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur des métiers où il y a assez peu de compétences prérequises. On peut, voilà, en étant éloigné de l'emploi, arriver sur ces emplois. Et par contre, on va gagner de la compétence par l'expérience qu'on a. Et si je prends le cas de Lemonade, par exemple, bon, alors nous, on fait de la collecte, donc on a besoin d'un permis de base. Mais si on vient avec juste le permis, on va apprendre toutes ces compétences de collecte, de relations clients. On a un outil digital qui, pour l'organisation des collectes, la mesure des matières qu'on récupère. On a pas mal de gens qui arrivent et qui sont assez peu familiers avec ces outils digitaux. Et le fait voilà, de faire ce métier chez nous les fait monter en compétences aussi sur la partie digitale. Donc, voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est un domaine où on sait qu'on va avoir de plus en plus de personnes éloignées de l'emploi, où on peut, si jamais on augmente cette activité, créer de l'emploi sur lequel on permettra de faire monter en compétence un certain nombre de personnes. Bien, Luc, je te laisse conclure. Oui, écoutez, Sylvie, Elodie, Marlène, un grand merci pour
pour cet échange très riche. Peut-être pour proposer une petite synthèse, différents thèmes qu'on a abordés. On a d'abord parlé de la crise et on s'est rendu compte que d'une certaine façon, les structures de l'économie circulaire inclusive étaient peut-être un peu plus résilientes et plus flexibles que les autres, mais qu'elles avaient quand même un certain nombre de besoins pour pouvoir continuer à se développer et concilier les enjeux économiques et environnementaux. Dans un second temps, on a vu que la frontière entre le secteur privé et le secteur public était peut-être pas si évidente que ça. On avait également discuté du rôle que pouvait jouer le secteur privé, même si des entreprises dans le développement de l'économie circulaire inclusive, via leurs propres actions et leurs missions sociales, via leur achat responsable et leurs achats inclusifs. On a vu la partie territoriale. Élodie, vous nous avez introduit la notion de volume utile qui était super intéressante, qui permet de voir aussi de certaine manière comment est-ce qu'on peut redéfinir notre rapport à la matière et comment est-ce qu'on peut créer des activités en local en triant mieux la matière avant de la transporter par défaut. Moi, ce que je retiens, c'est que la législation, il y a un certain nombre de freins sur le développement de l'économie circulaire plus inclusive et également sur la question du financement, comment est-ce qu'on peut se permettre d'accepter en fait peut-être d'être un peu moins performant sur très court terme pour par la suite générer les milliards ou les trilliards qui sont dans le rapport de la Fondation Ellen MacArthur dont vous parliez, je le dis. Voilà, donc écoutez, moi c'est ce que je retiens de cet échange. J'espère que la synthèse non exhaustive reflétait au moins les quelques thèmes qu'on a abordés. Pour rappel, on va mettre l'enregistrement de ce webinaire sur le Facebook et le LinkedIn de Hashtag le plus important. Et je vous remercie encore toutes pour cet échange aujourd'hui. Merci, mesdames, c'était passionnant. Merci à vous. À bientôt. Bonne journée. Merci, vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.